La deuxième chose, il faut avoir un projet pour son argent. En fait, l'argent n'est pas juste là. On va se réveiller un jour et dire, tiens, j'ai envie de faire quelque chose, je me lève, je fais. Non. Il faut, dans vos projets professionnels, dans vos projets personnels, construire une maison, acheter une voiture, dans investir dans un projet, dans vos projets d'avenir pour vos enfants, etc. Il faut pouvoir dire, OK, voilà combien je gagne, voilà mes dépenses incompressibles, donc mon loyer, mes charges, ça je dois y faire face. Donc je dois dégager quelque chose pour me permettre de me projeter et pour me permettre de faire ce type de dépenses-là. Et pour ça, il faut faire attention. Il y a une phrase souvent que mon père dit, quand on lui dit « Ah, au fait, c'est urgent », il dit « Mais c'est urgent pour qui ?» Et c'est ça, au fait, son argent, l'urgence de d'autres personnes, parce que quand même, on a vu, 25% de personnes dépendent de leur famille, de leurs amis. Ça veut dire que une personne sur 4 dans votre entourage va venir et vous dire, mon enfant est malade, mon enfant doit aller à l'école, ma femme va accoucher, je dois faire ci. Les sollicitations sont illimitées. Elles sont illimitées. Et il faut pouvoir, c'est vrai, on est une forme de, ceux qui en ont, sont une forme de sécurité sociale pour d'autres. Bien sûr. Mais il faut pouvoir les urgences vraiment les organiser et rester focus sur ces projets. En fait. Je suis absolument d'accord. Vous parliez de fichiers Excel, j'ai exactement la même chose, avec plein de rubriques, et ça permet quand même de garder le cap, de savoir lorsqu'on rentre dans la zone rouge, quelles sont les limites qu'on se fixe. Rien qu'avec même un fichier Word, si vous voulez, ou comme elle disait, un cahier et un stylo, c'est important de faire le travail de gestion, au moins à son niveau, selon les capacités que l'on a dans la discipline, de pouvoir se poser et mener une réflexion logique sur ses finances, n'est-ce pas? Les erreurs, nous en faisons tous. Mais quelles sont, selon vous, les 3 erreurs qui sont les plus fréquemment faites par les populations en général et qui leur sont préjudiciables dans la gestion de leur argent? Je pense qu'on en a évoqué au moins une ou deux. La première, c'est comme j'ai dit... Pour avoir le budget? Ne pas savoir, justement, ne pas savoir ce qu'on fait de son argent. Beaucoup quand on donne mes séances avec Femmes et Finances, beaucoup de femmes viennent et disent, je ne sais pas, à la fin du mois, je n'arrive pas à dire ce que j'ai fait, ce sur quoi j'ai dépensé. L'argent s'envole. Voilà, mystérieusement, ça se dissipe. Donc, je pense que ça, c'est une erreur critique parce que ne pas savoir, c'est aussi ne pas savoir où faire des gains pour pouvoir libérer des ressources et faire autre chose. Donc, il y a ça. La deuxième erreur, c'est la mauvaise dette. Alors, il y a des gens qui s'endettent pour aller acheter des vêtements, par exemple. Ou pour une cérémonie ou un truc comme ça. Ça, c'est très courant. Voilà, c'est très courant, mais ils ne savent pas que c'est de la mauvaise dette. Il y a la bonne, il y a la mauvaise dette, mais il faut s'endetter d'abord en fonction de ses capacités financières. C'est ça. Parce que la dette veut dire qu'il faut rembourser cet argent. C'est pas un don, c'est une dette. Pas une subvention. Voilà. Et donc souvent, et c'est ça qui commence après les situations chroniques où vous entendez des gens dire j'ai pris mon salaire, j'ai donné 80% pratiquement, j'ai remboursé des dettes et voilà, il me reste pas grand chose, donc je dois encore m'endetter pour pouvoir payer mes charges et tout ça, et des fois ça dérape sérieusement. Donc ça c'est la deuxième erreur. Une troisième erreur, je dirais peut-être ne pas, je vais dire, ne pas des fois être très ambitieux avec son argent. Tout à l'heure, vous avez voulu faire la différence entre l'épargne et la thésaurisation. Il y a énormément d'épargne. Je pense qu'il y a 42% d'adultes qui épargnent de manière formelle, de manière informelle, pardon. Et parmi ces 42%, il y a 30% qui gardent l'argent à la maison. Sous le matelas, dans une pièce, dans un tiroir. Mais c'est à la maison. Ça veut dire que d'abord, c'est pas réinjecté dans l'économie. C'est ça, ça dort en fait. Voilà, ça dort. Et alors que ça peut contribuer à énormément de choses au niveau macro avec l'État, au niveau micro même avec plein de projets qu'on peut réaliser, plein de personnes qu'on peut accompagner dans leurs projets. On n'a pas de mécène.
ça pourrait être des mécènes potentiels, Exactement. etc. Donc, ça, c'est également quelque chose qu'il faut rectifier collectivement. Collectivement. Voilà. On entend de plus en plus parler de liberté financière. Je ne dirais pas que c'est un concept nouveau, mais c'est un concept qui est de plus en plus à la mode. Comment vous définissez la liberté financière et comment est-ce qu'on peut l'atteindre? Bon, la liberté financière, c'est la capacité de pouvoir vivre sans dépendre de sa source de revenus principale. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille plus, mais ça veut dire que on a ce qu'on appelle des revenus passifs. C'est-à-dire, on a des sources de revenus qui sont générées même quand on dort. Donc ça peut être des actions, ça peut être un bien immobilier qu'on a mis en location, etc. On sait que tous les mois ou à des périodes spécifiques, on aura des entrées de fonds qui seront là et qui nous permettent de vivre notre vie. Donc c'est avoir cette capacité-là de choisir, par exemple, si je peux ne pas travailler pendant 3 mois, peut-être pour une raison ou pour une autre. Des fois, c'est par cause de maladie. Je suis alitée, je pourrais pas travailler pendant 3 mois, mais j'ai quand même de l'argent qui entre. Voilà. Donc la liberté financière, c'est un peu un Graal. Alors aujourd'hui, on entend parler partout. C'est pouvoir maintenir, si je comprends bien, son niveau de vie sans être obligé d'aller travailler, ou en tout cas ne pas dépendre de son travail et avoir donc réussi à faire travailler son argent, n'est-ce pas?